officiellement à la disposition du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le document de 238 pages retrace les dysfonctionnements constatés au sein de l'administration publique. Après avoir reçu le document, le chef de l'État a rappelé l'importance de la lutte contre la corruption dans la refondation du Mali. Comment faciliter le financement des filières porteuses au Mali? La Chambre du commerce et d'industrie du Mali et les opérateurs économiques abordent la thématique. C'est à la faveur d'un panel organisé en marge de la SECOMA, la semaine commerciale du Mali. L'actualité, c'est aussi cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports à 3 anciens des Jeux africains de Brazzaville de 1965. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, un moment d'émotion à suivre en fin de journal. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Le vérificateur général a officiellement remis son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un document de 238 pages qui retrace les dysfonctionnements constatés au sein de l'administration publique. En 2022, le vérificateur général a effectué 23 vérifications financières et de conformité. Des innovations majeures, les dénonciations au pôle économique et à la section des comptes de la Cour suprême. Le président de la transition a félicité l'équipe avant de rappeler l'importance de la lutte contre la corruption dans la refondation du Mali. Sira Bachili nous fait le point. L'État aux trousses des délinquants financiers. Cette tâche revient au vérificateur général en menant des investigations dans les services publics et à tous les niveaux. Le bureau du vérificateur est donc l'arme dissuasive de l'État pour assainir l'administration publique. Et comme l'exige la loi, le vérificateur général remet officiellement son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il contient les irrégularités financières, celles administratives, la vérification de performance des services et le suivi des recommandations. Le rapport annuel 2022 est le fruit d'un travail minutieux basé sur la cartographie des risques et l'importance des secteurs d'activité des entités auditées. Il prend également en compte les saisines reçues des citoyens, des organisations de la société civile et du gouvernement. Il est riche de 36 missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques qui ont concerné les services de l'administration centrale, des organes personnalisés, des collectivités territoriales, des projets et politiques publiques. Ces missions se répartissent en 23 vérifications financières et de conformité, 3 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi de recommandations et 2 évaluations de politiques publiques. Le rapport du vérificateur, un contrôle de la gestion publique, une synthèse des observations, analyse critique et suggestions avec cette innovation. La dénonciation dans les rapports dits individuels qui donnent des détails sur les dysfonctionnements. 22 ont été transmis au pôle économique et 21 à la section des comptes de la Cour suprême. À cet effet, le bureau du vérificateur général travaille en synergie avec les autorités judiciaires et le contentieux de l'État. En ce qui concerne les suites judiciaires, des dossiers transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême, 5 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 5 sont en instruction par les conseillers rapporteurs durant lesquels comparaissent les personnes poursuivies. 11 ont fait l'examen par les chambres de la section des comptes. Les missions de vérification ont porté sur 8 secteurs dont l'eau et l'énergie, les mines, le transport et la santé, choix approuvé par le président de la transition. Je voudrais féliciter l'équipe du bureau du vérificateur pour la pertinence des domaines qui ont fait l'objet de vérifications. Les domaines concernés touchent le bien-être de nos compatriotes. La gestion des ressources publiques est prioritaire pour une nation qui veut construire son avenir. Elle requiert de ce fait une grande responsabilité sur le plan à la fois normatif et éthique. C'est pourquoi la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière font partie des priorités des autorités de la transition. C'est également la raison pour laquelle je souhaite que toutes les actions de la transition aient comme fil conducteur la rigueur dans la gestion et la moralisation des comportements.
et le chef de l'État de poursuivre sur l'intérêt des 4 missions du bureau du vérificateur général, la vérification financière et de conformité, celle de suivi, la vérification de performance et le suivi des recommandations. La diversité des interventions du bureau du vérificateur général offre ainsi une boîte à outils pour le gouvernement pour apprécier notamment la régularité et la sincérité des opérations de dépenses, la conformité des actes posés et relativement à l'application rigoureuse de la réglementation, le respect des critères d'économie, d'efficacité et d'efficience de nos programmes, ainsi que l'impact de nos politiques publiques. Les résultats de ces différentes missions contribueront à renforcer les réformes engagées pour la refondation de l'État. J'invite par conséquent le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des recommandations catalyseurs de certains des changements à induire dans notre administration. En plus du suivi de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l'application des sanctions administratives et disciplinaires. De la matière et des propositions pour différents secteurs, le président de la transition qualifie ce rapport de source d'inspiration pour beaucoup de projets. En ce qui concerne le volet performance des vérifications du rapport annuel 2022, j'ai retenu avec une attention toute particulière la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks de réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et des textes y afférents et de favoriser sa mise en œuvre, de conforter les actions de sécurité alimentaire afin d'améliorer la résilience des populations vulnérables. Des orientations seront instruites pour une meilleure prise en charge des recommandations. S'agissant des politiques publiques évaluées, et tenant compte du développement des technologies de l'information et de la communication, des choix stratégiques de planification, de mise en œuvre et de suivi de nos politiques publiques s'imposent. A souligné la bonne note du vérificateur général à l'administration publique quant au suivi des recommandations. De 52% en 2021, il est passé à 58%. Un progrès. L'autre innovation en matière de vérification, c'est l'évaluation des politiques publiques pour mieux les recadrer. Nous restons à Koulouba où 2 délégations ont été reçues cet après-midi par le secrétaire général de la présidence. Il s'agit d'une délégation du mouvement international pour la réussite de la transition et une délégation conduite par Modibo Koné, un marcheur favorable à la nouvelle dynamique de coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le point avec Abdul Karim Kaba. La paix, la sécurité et la bonne marche des transitions au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce sont les motivations de Modibo Koné. Après les trajets Bamako-Ouagadougou en passant par Bobo Dioulasso, Modibo Koné est venu remettre au président de la transition, colonel Assimi Goïta, les drapeaux de ces pays. À travers ce geste, il exprime tout son soutien à la réussite de la transition dans ces pays. Ces 3 pays, c'est ces 3 gouvernements qui peuvent nous faire sortir dans le misère qu'on a aujourd'hui. Ce sont ces 3 gouvernements. Autre délégation reçue à Koulouba, le Mouvement international pour la réussite de la transition. Les membres de cette organisation sont venus remettre un trophée au président de la transition pour les efforts consentis dans le cadre de la sécurité et la refondation du Mali. Nous avons vu qu'il faut accompagner la transition. Vraiment, c'est pour magnifier ces efforts. C'est pour montrer que le mouvement est avec vous, que nous voulons vous remettre ce trophée-là. Un trophée de leadership panafricain. Nous voulons vous dire que nous voulons organiser vraiment des activités pour sensibiliser les Maliens à prioriser la sécurité au lieu de se jeter sur les élections. Au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, le secrétaire général de la présidence a remercié toutes les délégations pour leurs initiatives. Il a par ailleurs encouragé les visiteurs du jour à persévérer dans ce sens pour la paix au Mali par-delà le Sahel.
Une délégation du Centre national d'alerte précoce de la Guinée est en visite de travail au Mali. Elle a été reçue hier par le Premier ministre au centre des échanges, le partage d'expériences entre les deux pays afin de mutualiser les actions. La mission conduite par Al-Kaïdi Bankoura est donc venue solliciter les conseils et directives du chef du gouvernement. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahima Traoré. C'était d'exprimer d'abord notre satisfaction par rapport à la collaboration qui existe de longue date entre la Guinée et le Mali. Mais le sujet dont on a sérieusement parlé porte sur la coopération et la collaboration entre nos deux centres. Le centre d'alerte précoce du Mali, qui est notre aîné, et le centre d'alerte précoce de la République de Guinée, dans le cadre de la consolidation de la paix et de la sécurité dans notre espace, c'est-à-dire dans nos deux pays en général. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez du Mali? Nous attendons beaucoup, parce que notre mission ici, c'est une mission de partage d'expérience, de bonnes pratiques dans la collecte des informations, la collecte du renseignement, le traitement et la préparation de l'alerte à l'endroit du décideur pour une meilleure prise de décision. Et nous attendons que le centre du Mali continue de nous appuyer, continue de nous accompagner. Je veux rappeler tout simplement que le Mali déjà est venu en Guinée depuis 2022 et cette année encore, il est venu pour partager les mêmes expériences avec notre équipe à Conakry. Il n'y a qu'une réponse à cette visite que le Centre national d'alerte du Mali a rendue à la Guinée, que le Centre national de Guinée est là. Je crois que nous allons continuer à renforcer nos relations de travail, de coopération, mais surtout nos relations de fraternité. Adoption hier par les membres du Conseil national de transition du projet de loi portant règlement du budget d'État 2019. Ce projet de loi initié par le ministre de l'Économie et des Finances constate les résultats financiers de chaque année et rend compte de l'exécution du budget ainsi que l'utilisation des crédits. Mamadou Fane. La Commission des finances et de l'économie du plan de la promotion du secteur privé et des industries avait été saisie par le ministre de l'économie et des finances pour étude au fond du projet de loi portant règlement du budget d'État 2019. Après analyse des documents et plusieurs séances d'écoute, le ministre était devant les membres du CNT pour faire valider le projet de loi portant règlement du budget d'État 2019. Les différentes commissions du CNT ont toutes donné leur avis favorable au projet et c'est à l'unanimité des 130 membres présents dans la salle que ce budget a été approuvé. L'État présente un budget, un projet de loi de finances. Donc le projet de loi de finances 2019 a été présenté et adopté par le Parlement en décembre 2018. Donc après la clôture de l'exercice 2019, le ministère de l'économie et des finances doit présenter un rapport d'exécution. Et c'est ce rapport d'exécution qui s'appelle le projet de loi de règlement 2019. Donc ça met en œuvre et ça explique toutes les dépenses qui ont été réalisées au cours de l'exercice et toutes les recettes qui ont été obtenues au cours de l'exercice et fait une comparaison par rapport à la loi de finances et aux lois de finances rectificatives. Nous transmettons ce document à la section de la Cour suprême pour que cette section vérifie et donne un avis. Donc c'est un avis juridique. Nous avons obtenu un quitus de la section des comptes qui vient de dire qu'ils adoptent eux aussi ce projet de loi de règlement et qui est conforme en tout point de vue à la réglementation en vigueur. L'adoption de ce projet de loi du règlement du budget d'État valide définitivement les comptes de l'État au titre de l'année budgétaire 2019. Comment faciliter le financement des filières porteuses au Mali? La question a été débattue lors d'un panel. La Chambre du commerce et d'industrie du Mali a réuni les opérateurs économiques autour du sujet. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Industrie et du Commerce était l'une des personnes ressources de cette problématique. Une rencontre organisée en marge de la SECOMAN, la semaine commerciale du Mali. Salim Atandao. Financer les filières porteuses, c'est développer le Mali.
C'est en ces termes que le ministre de l'Industrie et du Commerce a conclu sa communication. Moussa Alassane Diallo prenait part à un panel sur la problématique. Ses copanélistes et les participants, tous ont apporté des contributions pour faciliter le financement des projets. Mais avant, il était nécessaire pour eux de situer les facteurs défavorisants des investissements des filières porteuses. Les mécanismes de financement, les instruments financiers par lesquels les banques classiques aujourd'hui, les banques commerciales, ont mis en œuvre pour assurer le financement des filières, des entreprises, ne sont pas adaptés aux filières porteuses, ne sont pas adaptés aux PME du secteur informel. Parce que pour financer un dossier, l'analyse du risque bancaire est fondée sur des instruments financiers. On va vous demander un plan de trésorerie prévisionnel, on va vous demander un compte d'exploitation, on va vous demander un schéma de financement. Quand une entreprise est dans l'informel ou quand il s'agit des filières porteuses, ces instruments financiers n'existent pas. Tout comme les modérateurs, les acteurs industriels sont convaincus qu'il faut organiser les filières et faire des alliances commerciales. Qu'il faut changer donc de méthode d'analyse du risque en passant de l'analyse du risque basée sur le risque financier pour le porter sur le risque physique. Autrement dit, une meilleure connaissance du client, une meilleure connaissance de l'outil de production, une meilleure connaissance des recettes, autrement dit les cash flows, et sur la base de ces cash flows-là, maîtriser les recettes à travers leur domiciliation dans les livres des banques, de façon à nous permettre d'analyser leur capacité d'endettement et par conséquent leur capacité de remboursement. C'est ce mécanisme-là que nous allons développer avec les banques. Ce panel est inscrit à l'agenda de la SECOMA, la semaine commerciale du Mali. L'événement est mis à profit pour faire des réflexions et échanger sur les défis du monde des affaires. À présent, ce communiqué, l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, et les regroupements pour la défense des consommateurs du Mali, REDECOMA, expriment leurs préoccupations face à la crise énergétique persistante. L'ASCOMA et les REDECOMA réitèrent leur attachement au respect du droit à la sécurité, du droit à l'information et du droit à la satisfaction des besoins essentiels. Elles demandent aux autorités compétentes la poursuite des investigations pour faire la lumière sur la problématique de la fourniture d'électricité en vue de prendre les mesures pour son bon fonctionnement. En tout état de cause, l'ASCOMA et les REDECOMA expriment leur soutien total au ministre de l'Énergie et de l'Eau. Inauguré cette semaine, le centre de dialyse de la commune 4 fonctionne à hauteur de souhait. Cette réalisation entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Dans le centre, une délégation marocaine appuie les médecins maliens pour soulager les malades dialysés. Boubacar Kanouté. Après celui du quartier Mali du génie militaire ce vendredi, c'est au tour de l'unité centrale de dialyse du centre de référence de l'Affabougou d'être inaugurée. Cette réalisation d'envergure entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Un sentiment de fierté, de très grande fierté, qui démontre le patriotisme du président de la transition encore, qui a mis à la disposition des populations de la commune 4 en particulier et de tous les Maliens ce centre de dialyse. C'est le troisième qu'on inaugure en quelques jours. C'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. C'est pour rapprocher les soins aux populations. Ce centre de dialyse va faciliter beaucoup de choses parce qu'on sait que la dialyse n'était pas facile au Mali. Et cette fois-ci, ce sont des centres complètement autonomes en eau et en électricité. Et que pour celui de la commune 4, c'est R+2, un peu différent des autres. Cet acte de haute portée du chef de l'État réconforte plus d'un et facilite le travail des hommes en blouse blanche dans l'exercice de leurs fonctions de tous les jours. Et le néphrologue de rassurer les patients. Un bâtiment flambant neuf avec des technologies de nouvelle génération qui seront à notre disposition pour briller une meilleure prise en charge à nos malades souffrant d'insuffisance rénale. Les liens séculaires qui unissent Marocains et Maliens viennent de franchir un palier supplémentaire à travers cette fructueuse coopération sanitaire. En fond de mission dans notre pays, les membres de l'équipe médicale marocaine reçoivent des distinctions et autres cadeaux qui témoignent de l'hospitalité malienne. Ils nous ont accompagnés depuis le début et ils sont toujours avec nous. Ils ont formé 28 éléments. On leur a appris les b.a.-ba de tous ceux sur les machines avec lesquelles, venus au Mali, vont travailler. Ça n'a pas suffi. Quand on a installé les machines, ils ont tenu à venir eux-mêmes
pour voir l'installation et encore les aider à mieux comprendre les appareils sur lesquels ils travaillent. C'est tout le peuple malien qui, à travers moi, dit merci à son Excellence, le roi Mohamed VI. Je saisis aussi cette occasion qui m'est offerte pour renouveler à Monsieur le Président de la Transition et à son gouvernement notre entière disponibilité pour continuer à collaborer ensemble dans ce même esprit de fraternité et familiale. Il quitte le Mali avec des beaux souvenirs, a martelé le chef de la délégation marocaine avant de saluer les efforts du président Assimi Goïta de redonner au Mali sa fierté d'antan dans le concert des nations. Alors, un grand soulagement pour les malades dialysés. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a reçu dans ses locaux les coordinateurs des chefs de quartier de Bamako. Lors du jour portait sur une demande de collaboration pour le renforcement de l'éducation de base et la sauvegarde des bonnes mœurs. Awa Adama Koulibaly. Mœurs dépravées, délinquance juvénile, violences conjugales de plus en plus récurrentes. Ce sont là des scènes dramatiques auxquelles nous assistons. Préoccupé, le département en charge de la promotion de la famille réagit. Il décide d'impliquer les légitimités traditionnelles dans cette lutte identitaire. Actuellement, dans nos localités, dans nos communautés, il y a beaucoup d'actes de violence, de délinquance qui se produisent. Et puisqu'ils sont la cellule de base, quelque part, il nous a semblé opportun de les rapprocher, d'échanger avec eux pour qu'ils puissent nous accompagner dans tout ce qu'il y a comme action, comme initiative de sensibilisation. Les légitimités, gardiennes des valeurs, se réjouissent de cette coopération. Elles ont rassuré le département à intensifier les actions pour l'atteinte des objectifs. Avec Madame la ministre, nous avons parlé de beaucoup de choses qui ont trait à la sauvegarde même de nos us et coutumes par rapport à nos relations hommes et femmes démunis et tout ce qui s'ensuit. Nous allons accroître nos efforts pour que dorénavant tout ce qui est pour un problème concernant le genre soit éradiqué. Cette initiative ne se limitera pas seulement à la ville de Bamako. Elle s'étendra à toutes les communes du Mali pour un vivre ensemble harmonieux. Deuxième réunion du comité de pilotage du projet Donkoni Maya. C'était hier jeudi. Les résultats du projet pour un budget de 6 milliards de francs CFA ont été présentés. Au nombre des résultats, la plateforme Fouga faisant du Mali une véritable plateforme d'échange culturel. Alpha Meiga. Ici, ils sont à l'heure des comptes. Il s'agit des membres du comité de pilotage du projet Donkoni Maya, autrement dit Savoir et Humanité. Le projet qui bénéficie de l'appui financier de la coopération allemande à travers la GIZ est à sa 5e année. 13 centres culturels pour qu'ils deviennent des lieux de rencontre pour la jeunesse. Le projet a soutenu 65 initiatives culturelles sur toute l'étendue du territoire malien. Il a réalisé plus qu'une centaine de formations à l'endroit des acteurs culturels et des jeunes et aussi plusieurs formations pour les cadres du ministère en charge de la culture, pour les fêtières du secteur de la culture et aussi pour les représentants des collectivités territoriales. Au total, ça fait 6,550 milliards de francs CFA pour le secteur de la culture. L'une des réalisations dont je suis particulièrement fier est la plateforme Fouga. Ce dispositif innovant ouvre la voie à une collaboration accrue entre les acteurs culturels du Mali et d'autres horizons, faisant du Mali une véritable plateforme d'échange culturel. Aussi, au cours de cette deuxième réunion, il a été question des perspectives du projet, parmi lesquelles il faut noter la classification et la labellisation des données. Le projet Donkoni Maya s'appuie sur les 3 points forts du Mali. Sa jeunesse, sa culture et surtout la conviction forte qu'un meilleur avenir est possible. Le projet Donkoni Maya est un témoin éloquent de cet impact. Un proverbe africain rappelle, je cite, « Lorsque les araignées tissent leur toile ensemble, elles peuvent même attraper des lions. » Il faut le dire, le secteur de la culture est essentiel à la paix et au développement de notre pays.
Le ministre de l'Agriculture a présidé hier l'ouverture de la journée porte ouverte des ICRISAT. Au cours de cette journée, des parcelles d'expérimentation ont été montrées avec la diversité des recettes traditionnelles et modernes à base de sorgho, de mil et d'arachide. Agibou Koulibaly. Cette journée porte ouverte de l'ICRISAT à Samanco a permis de montrer aux producteurs et productrices agricoles, aux coopératives ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers le potentiel important de nos cultures que sont le sorgho, le mil et l'arachide. ICRISAT travaille essentiellement pour alléger les charges au niveau des populations des zones tropicales semi-arides par le développement de technologies innovantes contre les effets des changements climatiques et pour assurer une production assez suffisante et aussi de qualité pour le côté nutritionnel. Occasion pour l'hôte du jour de visiter les stands Smart Food, les parcelles d'expérimentation de sorgho, du petit mil, de l'arachide, le laboratoire de pathologie d'aflatoxine et les chambres froides pour la conservation des semences. C'est un centre qui est créé depuis 1972. De cette date à maintenant, chaque année, ils font des efforts. Et le domaine dans lequel ils interviennent, c'est d'abord l'amélioration variétale. Nous trouver des variétés qui sont adaptées à notre condition environnementale et climatique hostile. Et pratiquement, vous avez vu le sorgho, les champs de sorgho que nous avons vus. C'est 1000 variétés qui étaient là. Et chaque variété a ses caractéristiques propres. Et ils font des croisements afin de mettre au point des variétés qui peuvent vraiment tenir les conditions rudes dans lesquelles on se trouve. Il en est de même pour le sorgho et aussi pour l'arachide. Je crois que ce sont les trois principales cultures qui sont concernées pour ce qui concerne la base du Mali. La remise de matériel et d'équipements aux producteurs de Sikasso et de Nyono a bouclé cette journée porte ouverte à l'ICRISAT. Le programme Benkadi vient de tenir son deuxième comité de pilotage ordinaire 2023. La rencontre a réuni les acteurs clés du projet pour analyser les données, analyser les documents, donner les orientations et adopter un plan de travail pour l'année 2023-2024. Inaba. Au cours de cette deuxième session du comité de pilotage, les administrateurs du programme Benkadi vont examiner les rapports, faire le point des avancées, mais aussi se pencher sur les actions prioritaires à mettre en place en 2024. Pour 2024, il faudrait dire que c'est la troisième année du projet que nous abordons. Et donc, nous avons déjà beaucoup d'acquis, notamment sur les questions d'érosion côtière, la déforestation, et la pollution à travers l'orpaillage. Il y a déjà eu beaucoup de renforcement de capacité des acteurs qui ont été conduits. Et pour 2024, nous allons encore mettre l'accent sur le cadre législatif et institutionnel parce qu'il faudrait que le cadre puisse être propice aux actions de protection et de préservation de l'environnement. Et il faudrait également que nous puissions arriver à des changements durables, de bonnes pratiques au niveau des communautés. Durant la période 2021-2025, le consortium Benkadi a reçu du gouvernement des Pays-Bas un financement afin de mettre en œuvre le programme. Le gouvernement de la République du Mali dans son ensemble reste très sensible aux divers financements mobilisés par la société civile qui contribuent efficacement à l'atteinte des objectifs nationaux de notre politique en matière de protection de l'environnement. En cela, je tiens à encourager et féliciter le collectif Seco ONG Mali et tous ses partenaires nationaux et régionaux du consortium Benkadi. Pour rappel, le projet Benkadi est une initiative de la société civile visant à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. L'état de la campagne agricole 2023 dans la région de Ségou est globalement satisfaisant malgré l'installation tardive de la pluie. C'est le constat qui ressort d'une mission de supervision nationale qui a sillonné quelques cercles. Candécila. Les activités de récolte et de post-récolte battent leur plein dans la plupart des champs visités par la mission de supervision nationale et régionale de la campagne agricole 2023 dans la région de Ségou.
comme ici dans la localité de Barouili. L'installation tardive de la pluie au début et à la fin de la campagne agricole a impacté sur les objectifs. Qu'à cela ne tienne, nous sommes satisfaits. La principale difficulté reste liée à la délivrance à temps des cautions de l'engrais subventionné. À cette contrainte majeure de l'engrais subventionné, cet autre producteur a trouvé la parade nécessaire pour soutenir les 52 hectares qu'il exploite avec plusieurs spéculations. Le palliatif que j'ai trouvé au problème d'engrais est la combinaison de l'agriculture aux activités de l'élevage. Comme vous voyez, ici les animaux qui contribuent à la fertilisation des champs. C'est une tradition que j'essaie de mettre en valeur pour diminuer la dépendance avec la subvention de l'engrais qui peut avoir des limites. À Barouili, comme dans les zones Officerie, Ségou et Office d'Inger, l'évolution de la campagne reste appréciable par rapport aux objectifs assignés. Malgré que pour certains producteurs espèrent très bonnes productions, surtout pour le riz, et puis pour le mil sorgho aussi, certains producteurs espèrent de très bonnes productions, mais d'autres quand même, les poches de sécheresse ont beaucoup affecté leurs parcelles. Globalement, nous sommes vraiment satisfaits des résultats atteints par cette mission de supervision. On note que pour cette campagne, la région mise sur plus d'1 365 000 tonnes toutes céréales confondues. Une occasion pour la délégation de donner quelques conseils utiles, dont la gestion des stocks de sécurité et la multiplication des activités connexes comme le maraîchage pour soutenir la production. Comment réduire les inégalités liées au sexe et permettre à la femme rurale d'avoir accès aux ressources énergétiques. La Madère est le PNUD de planche sur la question ici à Bamako. L'objectif est de jeter les bases d'une plus grande intégration de la femme dans les projets et programmes du secteur énergétique. Batraori. Considérées comme cheville ouvrière du progrès économique, les femmes rurales n'ont pourtant pas accès aux ressources ni au marché. Convaincu que l'intégration du genre est gage de réussite pour tout projet de développement, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère et le PNUD apportent leur contribution. L'objectif général visé est de fournir aux acteurs du secteur de l'énergie des informations et recommandations pour la réduction des inégalités liées au genre et la promotion de l'inégalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les projets et programmes du secteur de l'énergie. J'ai saisi cette occasion pour remercier au nom du gouvernement du Mali le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ainsi que tous les autres partenaires au développement du Mali pour leur assistance dans l'intégration du genre dans les documents stratégiques de politique et les projets et programmes du secteur de l'énergie. La rencontre de 2 jours porte sur des thèmes comme genre et énergie, expérience de la Madère, l'état de mise en œuvre du budget programme sensible au genre. À l'issue des débats, de fortes recommandations sont attendues dans le sens de la réduction des inégalités liées au sexe. Parlons à présent de cette session de renforcement des capacités des fournisseurs des mines sur les normes internationales ISO. Elle est initiée par le projet de gouvernance du secteur des mines. Abdul Karim Kaba. La santé, l'hygiène, la sécurité et la responsabilité sociétale des entreprises partageaient ces sujets afin que les fournisseurs des mines répondent aux exigences sur le plan international. Tel est l'objectif de cette session. En initiant la présente formation, le projet de gouvernance du secteur des mines entend mieux sensibiliser les fournisseurs afin de participer efficacement à la promotion du contenu local. Que le gouvernement de la République du Mali a initié et adopté un compte sur le contenu local. Je me réjouis de votre présence et j'espère qu'au cours des journées que nous aurons à faire ensemble, vous ne serez pas déçus et vos attentes seront complètes. Déjà, au cours des 10 dernières années, l'apport du secteur minier a été très significatif au budget d'État, avec une contribution moyenne estimée à plus de 400 milliards de francs CFA. Dans ce contexte, la politique minière du gouvernement entend favoriser l'intégration du secteur minier à l'économie nationale et maximiser les bénéfices pour le peuple malien.
Signalons que cette formation dure une semaine. Le projet de gouvernance du secteur des mines bénéficie du soutien de la Banque mondiale pour la tenue de la session. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en présence du colonel Lamine Kapri Sanogo, vient de lancer la formation d'insertion de 150 femmes dans la région de Koulikoro. Plusieurs corps de métiers sont concernés et la formation s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la femme à travers les actions multiformes qu'elle mène sur le terrain. Djemba Moussa Konate. Ce lancement de la formation insertion de 150 femmes de Koulikoro vise à identifier une solution immédiate et durable à la question de l'emploi féminin dans la deuxième région. Je salue à sa juste valeur l'initiative de l'ANPE dans la mise en œuvre d'un programme de formation-insertion au profit de 150 femmes de Koulikoro dans divers corps de métiers. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités en faveur de l'émancipation et de l'autonomisation de la femme à travers les actions multiformes qu'elle mène sur le terrain. Cet engagement est constamment porté par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga. Cette initiative de l'ANPE devra contribuer de façon substantielle à l'atteinte des objectifs de la transition en matière de promotion et de création d'emplois massifs, surtout féminins au Mali. La porte-parole des bénéficiaires, Maïmouna Diakité, estime que cette formation est très utile car, dit-elle, elle s'inscrit dans le cadre de leur autonomisation. La remise de kits en coupe et couture et la visite des stands d'exposition des produits locaux par la ministre et sa délégation ont marqué ce lancement. Direction Tombouctou, où la révision des listes électorales se poursuit normalement. Le constat est fait par le gouverneur au cours d'une visite. Idrissa Goulou Sissoko. En région de Tombouctou, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent normalement. Ainsi, pour la commune de Tombouctou, en plus des 22 739 inscrits, 681 ont été transférés. Nous sommes là depuis le 1er octobre jusqu'à ce moment. Nous sommes là-dedans, on fait le travail, ça se passe très bien. Au niveau de la commune urbaine de Tombouctou, la révision se passe dans de bonnes conditions. Parce que depuis le début, chaque jour, je fais un tour avec le sous-préfet pour nous enquérir de la manière dont ce processus se passe. Et chaque jour, nous avons les nouvelles que tout se passe bien. Et nous avons eu la preuve ce matin, parce qu'avec la visite du gouverneur, où le président de la commission a fait un peu la situation de ceux qui ont été transférés, des radiés et de l'ensemble des électeurs au niveau de la commune urbaine de Tombouctou. En se rendant dans les bureaux de révision, le chef de l'exécutif régional voulait s'enquérir des conditions de travail des agents et prodiguer des conseils pour une efficacité dans ce travail, combien important dans le processus électoral. Cette opération se passe en plusieurs étapes, en plusieurs phases. La phase opération qui consiste à faire des radiations, des validations et des transferts. Et cette phase s'est bien déroulée sans incident. Après cette phase, nous avons la phase de réclamation et cette phase-là débute maintenant. Mais on a constaté aussi qu'il y a plus de transferts cette année que des radiations ou des validations. Et cela s'explique aisément. Et on a constaté lors du référendum du 18 juin passé qu'il y a beaucoup d'électeurs de la région de Tombouctou qui se sont retrouvés dans la région de Taoudéné. Il faut noter que la révision concerne les radiations, les transferts, les validations et recours. Les élèves les plus méritants des 10 écoles fondamentales de Fana dans la région de Dioula viennent d'être récompensés par la CMDT. Ils ont reçu un important lot de kits scolaires. Cette initiative de la CMDT et son partenaire, la BDMSA, est à sa 4e édition. Boubacar Bablentouré. Avec comme mission principale le développement du textile à travers le coton, la CMDT se veut aussi une entreprise à responsabilité sociétale. C'est bien dans ce cadre qu'elle vient de remettre des kits scolaires aux élèves les plus méritants de 10 écoles fondamentales de Fana dans la région de Dioula. Le don a concerné les 5 premiers des premières, 2e et 3e années fondamentales. À ces dons s'ajoutent également des manuels scolaires pour ces établissements. Et c'est l'école de Werkele qui a servi de cadre pour le lancement de ces activités. Pour moi, c'est un ouf de soulagement. Réellement, en cette période
Vraiment, on ne fait que remercier la CMDT. Donc pour les rassurer que l'école est la porte d'entrée pour faire véhiculer le message. Derrière cette activité de responsabilité sociétale des entreprises de la CMDT et son partenaire, la BDM-SA, un message fort. L'objectif de la rencontre est de sensibiliser aussi sur les dangers et les risques liés à l'utilisation des emballages vides, des pesticides pour la conservation des aliments liquides ou l'eau de boisson. Le droit de l'enfant est une priorité politique affichée au Mali où la moitié de la population a moins de 18 ans. Ainsi, la constitution adoptée proclame dans son préambule la détermination du peuple malien à défendre les droits de la femme et de l'enfant. À cet effet, j'invite les autorités scolaires et les enseignants d'être les porte-parole de la CMDT dans les salles de classe en vue de sensibiliser les enfants par rapport à la non-utilisation des bidons vides. La remise des kits scolaires aux élèves, un sketch sur l'utilisation des bidons vides de pesticides et des pas de danse du terroir ont constitué les moments forts de cette activité. En marge de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, une conférence de débat a été animée sur le thème principal de la rencontre, les Bogolans, une histoire et une identité culturelle. L'objectif est de mettre en lumière l'origine et les potentialités liées aux Bogolans. Mariam Koulibaly. Cette conférence qui ouvre les débats de la 4e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, regroupe des acteurs culturels et artisans sous le thème « Le Bogolan, une histoire, une identité culturelle ». Le Bogolan est une identité propre au Mali, au sens propre et au sens figuré. Ce Bogolan, nous devons tout faire pour le préserver, le protéger, ensuite faire sa promotion à travers le monde. En le faisant, c'est-à-dire nous véhiculons notre identité, notre patrimoine. Et en le véhiculant à travers le monde, ça nous permet d'avoir aussi des retombées économiques. Signifiant littéralement en bamanankan issu de la terre, le Bogolan, dans sa conquête du marché international, fait face à d'énormes difficultés. Aux artisans qui doivent produire qualité, qui doivent travailler sur la finition des produits, mais également qui doivent travailler sur une bonne présentation de ces produits. Évidemment, les normes de production, les normes doivent être réellement observées et quand on parle de labellisation, ça c'est extrêmement important. Au cours de cette rencontre, une mention spéciale est mise sur le regretté Chris Seydou, qui a été le premier styliste au Mali et en Afrique à adapter le Bogolan aux exigences de la mode et de la modernité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rendu visite hier à 3 anciens des Jeux africains de Brazzaville de 1965. C'était à la Cité des Joueurs en Tomingouroubou, en commune 3 du district de Bamako. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Suivons ce moment d'émotion avec Fotiki Tunkara. Niché entre les camps des gardes et celui des gendarmes, la cité des joueurs Antoine Krobougou a vécu un jour historique. Ce jeudi, avec cette visite de courtoisie du ministre en charge des sports à certaines anciennes gloires du football malien, notamment les 3 derniers encore vivants de l'épopée des Jeux africains de Brazza 65. Une première dans l'histoire du département des sports qui aura dépassé tout entendement pour les premiers hôtes du jour. J'en suis honoré et flatté. Je remercie le ministre, je remercie le gouvernement. Vraiment, cette démarche nous va droit au cœur. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus chez un autre pionnier du football malien, Abdul Karim Touré Dibakou. Le premier gardien de but de l'AS RAL et non moins premier secrétaire général du RAL de Bamako s'est dit profondément touché par ces gestes du ministre Fomba. Ni Ankunga Koraye, Fangabala, Sebaye, Ayo Betoy. Ka jamada yɛrɛ kan ka ne misikinɛ lajɛ ka duwawu kɛ ne ka ne bolo fosi t'o bɔ. Troisième et dernière étape de cette visite, l'honneur est fait à Bakary Traoré dit Alliance Bakarni, l'un des plus grands milieux de terrain du football malien. Alors, ministre de place je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Je pense que le fait de venir les voir, c'est vraiment le minimum.
En réalité, c'est très symbolique que ça tombe sur eux trois, mais c'est un geste qu'on devrait faire pour toutes les anciennes gloires. Leur dire juste merci. Cette démarche du ministre des Sports est appréciée à juste valeur par l'UNAFOM, l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali. Le ministre qui nous a rendu vraiment une visite qui est pour nous une visite d'honneur. Et pour nous, ça n'a pas de prix. On est très émus, mais on est très contents. Et je pense que ça a aussi donné l'occasion de partage. Dans la mouvance du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'État du Mali procède ainsi à une véritable réparation d'un oubli. Avec les conseils et bénédictions des anciens, ce retour aux sources permettra certainement au ministère des Sports de mieux envisager l'avenir. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.